Bonjour, j'espère que vous allez bien. Épisode 3 de Reprendre la mer avec Interentreprises. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, l'actualité. Une très grosse actu est tombée le 11 avril dernier. Elle occupera toute notre rubrique. Par communiqué, la compagnie maritime française CMA-CGM a annoncé qu'à partir du 1er juin 2022, ces 566 navires qui naviguent dans le monde ne chargeront plus de déchets en plastique. Et pour que les choses soient effectives à partir de l'échéance, elle a arrêté de prendre les commandes de ces chargeurs spéciaux le 15 avril, soit 4 jours après la parution de son communiqué. CMA-CGM, numéro 1 mondial, opère sur 250 lignes maritimes du monde, dessert 420 ports sur 521, dont ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barth, mais aussi tous ceux de la Caraïbe. Ces porte-containers y chargent des déchets en plastique. La compagnie a expliqué cette décision de rupture par la volonté de son PDG, Rodolphe Saadé, de se conformer à son engagement pris lors du premier sommet de l'océan début février dernier, à savoir ne plus contribuer à la pollution des océans. C'est louable. Mais cette décision historique, première du genre sur une thématique aussi urgente, s'inscrit en fait dans une pièce en 3 actes. Le premier acte s'est joué en janvier 2021, quand la Chine a annoncé qu'elle fermait ses frontières aux déchets du monde. En effet, ce grand pays ne voulait plus être la poubelle d'une partie du monde en surconsommation. Un vent de panique a soufflé sur ces activités très lucratives, mais rapidement, les flux ont été réorientés vers d'autres pays, dont ceux d'Afrique. Là-bas aussi, ça commence à déborder. Second acte s'est également joué le même mois de janvier 2021 avec l'entrée en application de la Convention de Bâle signée en 2019 par 38 pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. En effet, depuis le 1er janvier 2021, seuls sont désormais exportés vers les pays extérieurs à l'OCDE des déchets dits propres et ou recyclables. Pour rappel, les pays de l'OCDE sont l'Allemagne, la France, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, l'Estonie, la Grèce, le Japon, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, etc. Beaucoup de pays occupant les premiers rangs du commerce mondial. Le troisième acte s'est tenu en octobre 2021 quand l'Union européenne a annoncé qu'elle veut limiter puis interdire l'exportation des déchets des pays membres hors de l'Union. Elle prépare d'ailleurs un paquet fiscal législatif en consultation en ce moment qui donnera corps à cette interdiction dont le premier effet sera de connaître la réalité des flux exportés par tous les pays membres de l'Union. Dans ces textes sont également posés les principes de sanctions importantes contre les contrevenants, dont les compagnies maritimes. C'est donc dans ce contexte que la compagnie CMA-CGM a annoncé sa décision qui est de nature à impacter véritablement le cours de ce business polluant. Ce type de position de rupture s'est déjà produit par le passé. Rappelez-vous, malgré l'abolition de l'esclavage par la loi, ce business a perduré et c'est quand les navires négriers ont été arraisonnés qu'il a véritablement décliné. Parce que, quand la logistique ne suit pas, le business, aussi lucratif soit-il, s'écroule. Le mouvement contre le transport des déchets en plastique est donc lancé et rien ne l'arrêtera. Quelles sont donc les conséquences pour les entreprises des Antilles, de la Guyane et plus largement de la Caraïbe, importatrices et exportatrices de plastique, et surtout, que devront faire ces territoires où des gisements de plastique s'accumulent déjà? Première action indispensable, arrêter le flux d'importation de ces matériaux qui ne s'autodétruisent pas et qui sont un vrai polluant, surtout pour des territoires insulaires. Comme la Corse qui, avant tout le monde, a interdit l'utilisation des sachets plastiques en bout de caisse et plus largement pour emballer les courses, mesure qui s'est aujourd'hui généralisée, il en va de la responsabilité des édilités des Antilles, de la Guyane et de la Caraïbe de poser des actes pour arrêter ces flux entrants de plastique qui désormais ne ressortent plus. Pour les élus, la première étape pourrait être l'application de taxes de plus en plus élevées. Le seul problème est que l'argent ne résout pas tout.
Quant aux entreprises qui ont basé leur business sur ces importations et exportations, elles devront repenser leur modèle parce qu'à un terme plus ou moins long, les produits en plastique devront disparaître des rayons. Quant aux consommateurs, aux acheteurs, ils devront changer leurs habitudes, résister aux promotions qui risquent de devenir de plus en plus agressives pour écouler les stocks. Et puis, même si le plastique est appelé à disparaître, les usages demeureront. Il sera alors temps de réhabiliter certaines matières plus compatibles avec l'environnement, voire d'en imaginer d'autres, comme des contenants à partir de fibres de canne à sucre réutilisables et qui se décomposent totalement au bout de 3 mois. L'entreprise guadeloupéenne BioWithYou propose cette magnifique solution avec une matière première locale. Avec cette décision de la CMA-CGM, l'imagination et la créativité régionale doivent complètement se débrider. Et maintenant, notre invité. Bonjour, commandant Eric Eliès. Bonjour Madame Florimond. Comment allez-vous? Je vais très bien. Écoutez, ravi de vous interviewer pour cette 3e édition de Reprendre la mer avec Interentreprises. Donc vous êtes commandant à la Marine nationale, exactement à la base navale du Fort Saint-Louis à Fort-de-France en Martinique. Alors en quoi consiste votre métier? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à votre émission et me donner l'opportunité de parler de la marine et de ses missions aux Antilles. Alors, en tant que commandant de la base navale, je travaille sur le Fort Saint-Louis et la mission principale de la base navale, c'est d'accueillir les bateaux de la marine et de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour effectuer leur mission. Donc on leur fournit une place à quai avec le gaz, l'eau, l'électricité, mais on fournit aussi des prestations de maintenance, de réparation navale et d'hébergement pour les marins qui vivent sur la base. Alors avant de rentrer dans la partie justement équipement de ce qu'il y a sur votre base navale, on va un peu partir au plus large. La France a posé sa stratégie maritime en septembre 2021. Et en quoi ça consiste? Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Marine nationale? Alors, les Assises de la mer en septembre 2021 ont confirmé l'importance fondamentale de la mer pour la France. Il faut savoir que la France possède le 2e espace maritime mondial. Donc la France a l'obligation, le devoir d'avoir une politique et une stratégie maritime à hauteur de ces enjeux. Donc elle couvre plusieurs domaines, politique nationale, politique internationale, mais aussi des volets économiques, des volets environnementaux. Et pour la Marine nationale, qui est un acteur majeur de la politique maritime de la France, nous sommes présents sur tout ce qui a trait aux enjeux de souveraineté. Donc, Et comment ça se traduit dans la zone Antilles dans laquelle vous êtes? Alors, pour faire simple, dans la zone Antilles, on peut dire que cette stratégie se décline selon 3 axes. Protéger les populations, défendre les territoires et puis défendre aussi les intérêts. Alors pour parler de manière un petit peu plus concrète, quand on parle de protéger les populations, la première mission des forces armées aux Antilles, puisque la marine n'est qu'une des composantes des forces armées aux Antilles, c'est d'être en mesure d'apporter en permanence de l'aide aux populations si jamais elles en avaient besoin. Le risque majeur dans la zone Caraïbe, c'est bien évidemment le risque, tous les risques liés aux catastrophes naturelles, le risque cyclonique, mais également le risque sismique. Et on se tient prêt à intervenir en permanence. Donc première action. Voilà. Mais il y a d'autres enjeux aussi dans la protection des populations. Par exemple, pendant la crise sanitaire du Covid, les moyens de la Marine nationale ont été mis en œuvre pour faire du transport de personnes, du transport aussi de fret. Et par exemple, quand l'hôpital de CHU a eu besoin d'oxygène médical, c'est un bateau de la Marine nationale qui est parti ramener en Martinique des isotankers d'oxygène médical pour assurer le fonctionnement du CHU. Et le dernier volet peut-être emblématique un petit peu de la protection des populations, c'est la lutte contre les trafics illicites,
parce que ces trafics illicites engendrent de la criminalité, engendrent aussi des problèmes. Enfin, c'est un fléau social et de santé publique. Donc, la marine est un acteur aussi de la lutte contre le trafic illicite et notamment contre les narcotrafics. Bon, bien évidemment, ça se fait dans un cadre plus large, dans un cadre interministériel avec d'autres services de l'État, mais la marine est un acteur majeur. Concernant la protection des territoires, bon, bien évidemment, il y a les enjeux militaires. Donc, la marine assure une posture permanente de sécurité des approches maritimes au niveau de la zone des Antilles. Mais on peut aussi inclure la protection des espaces maritimes avec un enjeu environnemental. La marine contribue aussi à la protection de l'environnement marin. Et par exemple, si jamais il y avait une pollution maritime, une nappe d'hydrocarbures... On n'espère pas. Je n'espère pas non plus, mais on se tient prêt à faire face si jamais par malheur ça devait se produire. Et ce seraient des moyens de la marine nationale, et notamment des moyens de la base navale, puisque la base navale capitalise aussi les expertises et les savoir-faire dans le domaine, qui seraient mis en œuvre pour lutter contre une pollution maritime. Et donc votre troisième action ? Défendre les intérêts, alors là c'est un peu plus global, un peu plus générique, mais c'est contribuer à valoriser, à faire rayonner la France et les Antilles dans toute la zone Caraïbe. Donc ça a plusieurs enjeux. Un enjeu aussi de coopération internationale. On est un vecteur en fait de coopération par des actions, par des escales dans les autres pays, des exercices, des entraînements conjoints avec d'autres marines. Donc l'idée c'est d'apprendre à travailler ensemble pour être plus efficace, mais c'est aussi défendre les intérêts économiques de tous les acteurs de la zone Antilles-Guyane. Par exemple, la lutte contre la pêche illégale dans les eaux françaises, elle est faite par des moyens. Alors, en partie, il n'y a pas que nous, mais elle est faite aussi en grande partie par des moyens de la Marine nationale. C'est évident notamment en Guyane, où il y a beaucoup de pêche illégale dans les eaux guyanaises. Là, ce sont des patrouilleurs de la Marine nationale qui agissent. En Martinique et en Guadeloupe, il y a également des actions qui sont menées par des bateaux de la Marine pour lutter contre la pêche illégale et dans les eaux. Alors, est-ce que, je reviens à cette stratégie maritime posée aux Assises de la mer, est-ce que ça implique que la marine recherche du monde, c'est-à-dire qu'il y a des besoins en termes de métier ? Oui. Alors ça, c'est pas forcément lié à la stratégie maritime de la France. C'est en fait une réalité permanente. La marine recrute et la marine recrute massivement. On dans recrute quel type de métier ? Des hommes et des femmes dans tous les types de métiers, puisqu'en fait la marine c'est pas simplement des bateaux. La marine c'est évidemment des bateaux, mais aussi des sous-marins, des avions, des hélicoptères, des forces terrestres, fusiliers marins commandos, des états-majors et des services à terre. Donc en fait, quel que soit le métier qu'on veut exercer, on peut l'exercer dans la marine. Maintenant, et vous avez une idée du volume de personnes recherchées, par exemple, sur l'année 2022 ? Alors, on a des objectifs assez ambitieux de recrutement, puisqu'au niveau des armées, on vise pour 2022 un recrutement portant sur 27 000 personnes, et pour les armées, on est sur 3 500 marins. 3 500 marins recrutés. D'accord. En fait, on a un flux assez important de départ et d'arrivée dans la marine. C'est dû à quoi ? C'est lié en fait à notre pyramide de grade, à notre pyramide d'âge. Il faut savoir que dans la marine, la moyenne d'âge est assez jeune. Non, la moyenne d'âge dans la marine, c'est 26-27 ans. Donc on recrute beaucoup. Et on recrute à tous les niveaux de grade. On recrute au niveau officier marinier, au niveau des équipages. On recrute aussi à tous les niveaux de scolarité, bac, post-bac, ou même avant le bac. Et pour répondre plus concrètement à votre question sur les filières dans lesquelles on recherche de jeunes marins. Alors évidemment, la marine c'est une armée assez technologique. Les bateaux sont des systèmes d'armes assez pointus, assez complexes. Donc effectivement, l'électronique, c'est un enjeu fort pour nous. On recherche beaucoup d'électriciens, d'électrotechniciens. On recherche aussi des jeunes qui veulent travailler éventuellement dans le nucléaire, puisque la marine a plusieurs bateaux à propulsion nucléaire, sous-marins, et le porte-avions.
Donc on recrute aussi dans cette filière. Et donc, comment on accède à tous ces métiers? En fait, comment on est recruté par la marine? Alors, on postule, on recrute. D'accord. Et la meilleure chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec le bureau de recrutement de la marine, soit au Fort Saint-Louis, soit au quartier Gerbaud, et puis de poser un dossier. Après, on recrute également dans des métiers plus génériques, comme par exemple les métiers de la restauration. C'est pas forcément bien connu, mais enfin, sur un bateau, il faut nourrir les marins. On vit, on mange. Donc on recrute beaucoup également dans les métiers de la restauration. On recrute aussi beaucoup dans le domaine informatique, réseau aussi de communication, système de télécommunication. On a beaucoup de besoins à pourvoir, aussi bien des hommes que des femmes, puisque toutes les composantes de la marine sont aujourd'hui ouvertes aux femmes. Et donc, vous êtes en poste depuis 2 ans au Fort Saint-Louis à Fort-de-France. Comment vous appréciez cette étape marine de la Marine nationale? Est-ce que la Martinique a des atouts par rapport à son implantation, par exemple? Oui. Alors, il faut savoir aussi que la marine s'est renforcée récemment dans la zone Caraïbe. Elle a même constitué une priorité pour la marine avec l'arrivée de bateaux nouveaux, aussi bien en Guyane que dans les Antilles. Et il y a en Martinique, mais même dans l'ensemble de la zone Caraïbe, dans les Antilles, beaucoup d'atouts en termes de... Alors, il y a des intérêts stratégiques, mais il y a aussi des atouts pour l'entretien de nos bateaux. Et également aussi le recrutement. Vous disposez de combien d'équipements, combien de bateaux? La base en Martinique, ça représente quoi en termes d'unités? Alors, la base navale en elle-même, c'est 120 personnes, 100 marins et 20 personnels civils, qui sont là pour assurer le soutien de 4 grandes unités, 2 frégates, le Germinal et le Ventose, un patrouilleur, la combattante, et un bâtiment de soutien et d'assistance, le Dumont d'Urville. Il y a également un patrouilleur de gendarmerie qui est basé en Guadeloupe. Et ensuite, on a aussi des relations suivies avec la Guyane, puisque les 2 patrouilleurs de Guyane, la Confiance et la Résolue, viennent aux Antilles pour y effectuer leurs arrêts techniques et leurs opérations de maintenance. Vous mutualisez en quelque sorte avec les 3 points, Martinique, Guadeloupe, Guyane, l'entretien des navires. Alors l'entretien se fait majoritairement en Martinique, parce qu'il y a des atouts en Martinique. C'est un hub logistique très bien desservi à la fois par les airs et par la mer. Il y a aussi un tissu industriel assez dense avec des personnes compétentes sur lesquelles on s'appuie pour faire réaliser des travaux ou des prestations. Et justement, comment travaillez-vous avec les entreprises locales? Est-ce qu'il y en a beaucoup que vous avez comme fournisseurs? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement croire, la Marine nationale, elle ne vit pas dans sa bulle. Elle est en relation permanente, quotidienne, avec tous les acteurs civils des Antilles, aussi bien étatiques que privés. Et on passe tous les jours des prestations, on achète tous les jours des prestations à des industriels privés de la Martinique. Par exemple, quand il y a de la manutention dans la base navale, pour faire venir une grue, j'achète la prestation. Il y a aussi des travaux qui sont effectués sur les bateaux, et ces travaux qui sont effectués sur les bateaux s'appuient en grande partie sur le tissu industriel local. C'est-à-dire la raison pour laquelle les patrouilleurs de Guyane viennent en Martinique, c'est parce que le tissu industriel est suffisamment dense pour pouvoir faire réaliser ces prestations. Et comment connaît-on ces prestations? Vous passez des appels d'offres? Comment ça fonctionne? Alors, il faut distinguer 2 types de bateaux. Il y a les grands bateaux, les 2 frégates, le patrouilleur et le bâtiment de soutien d'assistance, pour lesquels on passe des contrats nationaux. D'accord. Donc il faut suivre sur le site du ministère. On passe des marchés c'est le service de soutien de la flotte qui est la maîtrise d'ouvrage qui est en charge de passer ces marchés et qui les passe pour l'ensemble des Outre-mer. D'accord. Et ensuite, les industriels locaux dans les différents Outre-mer vont travailler en sous-traitance. D'accord. On le fait parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir des industriels qui soient capables d'intervenir sur l'ensemble des bases navales en Outre-mer, aussi bien à Tahiti qu'en Martinique, qu'à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Mais ensuite, ces industriels ont besoin de relais locaux. Des grands industriels comme Naval Group, comme CNN MCO,
d'autres, vont s'appuyer sur l'industrie locale. Et vous trouvez vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a un tissu industriel local qui est dense, mais est-ce qu'il devrait, selon vous, à votre observation, être encore amélioré sur certains points, renforcé Vous avez travaillé pendant 2 ans, donc vous avez vu des trucs. Oui, alors j'ai vu des trucs, mais j'ai vu des choses qui, quelque part, me font dire qu'il y a tout en Martinique pour que tout fonctionne de manière fluide, aisée et malheureusement, effectivement, il y a des choses qui je pense, sont perfectibles. Et je pense notamment à l'intérêt évident que représente le bassin de Radoub. Le bassin de Radoub, c'est un atout merveilleux pour la Martinique, pour faire travailler l'industrie locale. Il n'existe pas, par exemple, de bassin en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion. En Nouvelle-Calédonie, quand on envoie nos bateaux au bassin, eh ben on les envoie en Nouvelle-Zélande et on fait travailler l'industrie néo-zélandaise au lieu de faire travailler l'industrie locale. Pareil à La Réunion, il n'y a pas de bassin, donc les bateaux partent au Radoub à l'île Maurice et ce sont des industriels locaux là aussi qui vont faire l'essentiel de la maintenance. Donc il y a cet outil, donc je sais, il est un peu en restructuration, on dira. Voilà. Nous, on attend avec impatience la reprise d'activité du bassin de Radoub. Et quand il redémarrera et que nos bateaux pourront à nouveau faire leur passage au bassin dans le bassin de Fort-de-France, ce sera bénéfique et gagnant-gagnant pour tout le monde. En tout cas, à vous entendre, la Martinique a des atouts. En tout cas, ce bassin est là et devrait permettre de faire un flux d'activité plus important que ce qui existe aujourd'hui. Je l'espère. Et puis j'espère aussi qu'on trouvera des partenariats gagnant-gagnant pour fonctionner ensemble de manière optimale. J'ai un exemple en tête, par exemple en Polynésie, où en Polynésie, alors ils n'ont pas de bassin, mais ils ont un dock flottant. Et ce dock flottant est utilisé de manière mutualisée entre la Marine nationale et puis l'industrie locale via un agrément passé avec la Chambre de commerce et qui donne en fait satisfaction à l'ensemble des parties et qui permet d'utiliser au mieux les infrastructures et installations existantes sur le territoire. En tout cas, à vous entendre, il faudrait avoir encore plus d'imagination de manière à travailler encore mieux avec la Marine nationale. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Et moi, j'essaie de pousser quelques initiatives et j'espère qu'elles seront saisies. Merci infiniment, commandant Éric Eliès. Merci de tous ces éléments que vous nous avez apportés parce qu'effectivement, la marine est un acheteur important dans la zone et il n'y a pas de raison pour que nos entreprises n'en profitent pas complètement. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, place au métier de la mer. Aujourd'hui, plongez dans les moteurs avec Romario, un passionné. Bonjour, je suis le quartier maître Romario, j'ai 23 ans. J'occupe le poste de mécanicien naval au sein de la Marine nationale. Le début de mon cursus a commencé avec une préparation militaire à Paris à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai intégré une école de bac pro en partenariat à l'armée qui m'accompagnait jusqu'au bac et a ensuite me proposé un contrat à l'issue de mon bac. Cette fonction, c'est déjà avoir de la responsabilité d'avoir un moteur à sa charge et pouvoir le livrer en temps réel et dans les bonnes conditions. Et en plus de ça, on va dire, je suis quelqu'un qui était passionné déjà depuis la naissance, tout ce qui concerne la mécanique en général. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait mon cursus en bac pro. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas, on va dire, j'ai 23 ans. Je ne peux pas travailler me disant que qu'est-ce que je fais là ou je suis pas intéressé. Il faut tout le temps faire ce qu'on aime et ce qu'on pense être bien pour nous. Dans la mécanique, on apprend toujours. Personne n'est parfait. Et vu l'âge que j'ai, je me dis que j'ai encore du chemin à parcourir pour arriver là où mes supérieurs ils en sont actuellement.
Au sein de cette armée-là, on a beaucoup de postes à pourvoir et tout le monde peut trouver son bonheur, comme moi à l'heure actuelle, alors qu'au début, personne ne croyait que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Dans mon métier, il faut toujours intégrer l'informatique parce que c'est le futur et que maintenant tout est automatisé. Ce que je veux dire aux jeunes qui veulent s'engager, c'est ayez le courage et notre porte est très ouverte pour réussir. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé. Faites-nous vos suggestions, donnez-nous vos impressions sur reprendre la mer @interentreprise.com. Au mois prochain.